On a vu dans la vidéo précédente comment le Security Context de Kubernetes pouvait nous protéger des attaques. Je vais vous montrer 3 autres options que l'on va pouvoir mettre en place dans notre Security Context pour protéger nos conteneurs. Cette fois-ci, ce sera des options que je qualifierais d'un petit peu plus basiques, c'est-à-dire qu'elles sont issues du monde de Linux. On les aurait mises en place si on avait été sur un serveur, mais elles vont s'avérer très efficaces pour bloquer des attaques sur Kubernetes. Et bien c'est parti. On va reprendre l'exemple de la vidéo précédente, donc c'est toujours mon application avec une faille de désérialisation qui est déployée sur Kubernetes. Ici j'ai le shell de l'attaquant qui attend que la victime vienne se connecter pour qu'il exécute les commandes. Nous avons notre curl ici qui nous fait l'attaque avec un cookie en désérialisation. Donc la désérialisation déclenche le payload et mon attaquant a toujours son payload. Il va toujours essayer de passer root, puisqu'actuellement il est sur les ID 65535, et on va regarder les effets de différents autres flags sur le Security Context. Alors sur notre Security Context, j'ai enlevé le Allow Privilege Escalation à False, de manière à ce que l'escalade de privilèges soit à nouveau possible. Donc il va faire son cat du Dockerfile, il va faire un sudo admin, on récupère le petit mot de passe, et ensuite un sudo i, et on voit que ça fonctionne. Le premier flag que je vous encourage à mettre dans tous vos conteneurs, ça va être les capabilities. Alors, capabilities, qu'est-ce que c'est? Ce sont les capabilities de Linux, dont on a déjà rapidement parlé dans des précédentes vidéos. Les capabilities de Linux sont des droits que l'on va mettre sur des binaires. C'est-à-dire qu'on va lancer notre conteneur, mais sur le binaire sur lequel on va lancer le conteneur, on va enlever ou rajouter certaines capabilities. Donc parmi les capabilities, vous avez la possibilité par exemple de faire du changeon, vous avez la possibilité de faire du SUID, vous avez la possibilité d'ouvrir des sockets. Et un des exemples où les capabilities sont très avantageuses, c'est par exemple pour la commande ping. La commande ping, comme vous le savez, elle va permettre de pinguer à un domaine. On va pouvoir faire un ping, par exemple, sur un des domaines de Google, voilà, ça fonctionne. Mais pour fonctionner, la commande ping ne s'appuie pas sur la couche TCP habituelle de Linux. Elle ne s'appuie pas sur la couche TCP, pourquoi? Parce qu'elle a besoin de forger des paquets ping, qui est un protocole qui est en dessous de TCP. Or, pour forger des paquets, il est nécessaire d'être root. C'est-à-dire que la seule chose que vous pourrez faire si vous n'êtes pas root, c'est d'ouvrir un socket en C, donc avec la commande socket, qui va vous permettre d'ouvrir une session TCP. Vous n'avez pas la possibilité de créer, par exemple, forger un paquet RP si vous n'êtes pas root. Mais pourtant, la commande ping le fait. Et comment ça marche pour que la commande ping puisse le faire? Eh bien, c'est justement grâce à ces capabilities. Donc avec la commande getCap, je vais regarder les capabilities que j'ai données à la commande ping, et je lui ai donné la capabilities capnet raw. Donc elle est capable de forger un paquet pour faire le ping, en fait, puisque une session TCP ne permet pas de faire un ping. Et donc c'est très avantageux, puisque plutôt que de donner un SUID et de donner des droits élevés à la commande ping, c'est-à-dire la lancer en route par exemple, ce qui serait dangereux en cas de faille sur la commande ping, eh bien on ne lui donne que les autorisations dont elle a besoin. Alors la bonne nouvelle, c'est que votre conteneur, ici on a un conteneur qui nous fait juste lancer un Python, c'est que vous n'avez besoin d'aucune capabilities. Donc ça c'est une très bonne occasion d'effacer toutes les capabilities. Alors comment ça marche? Vous allez ici, vous avez la documentation des capabilities, et vous pouvez ajouter un champ add et un champ drop. Et dans le champ drop, on va demander à tout dropper. Alors on va faire ça dans notre exemple, on va effacer toutes les capabilities, on va constater si l'application fonctionne encore ou pas, et on va regarder ce qui se passe au niveau de notre attaque. Alors, les security context, on va rajouter des capabilities. Alors lui, voilà, capabilities, donc avec un S. On a une option drop, comme c'est vu dans la doc. Et je vais tout simplement mettre all pour dire que j'efface tout. Donc on va redéployer notre conteneur. Voilà, c'est redéployé, et maintenant, je vais lancer mon attaque. Alors, j'ai aussi le payload qui est prêt, ok, donc là j'ai mon attaque. Je suis sur mon ID, donc je vais toujours faire un cat du Dockerfile, qui malheureusement traîne toujours dans ce conteneur. Je vais faire un sudo admin, et donc je vais demander à devenir admin. Et je ne peux pas setter les groupes, operation not permit. Donc ça veut dire que l'opération n'est pas autorisée. Je ne peux pas faire mon sudo, ce qui est une chose que je n'avais pas besoin de faire en réalité dans mon conteneur, donc c'est très bien. Mon application, est-ce qu'elle fonctionne encore? Eh bien oui, elle fonctionne encore, donc on pourrait la tester, il faudrait retester pour être sûr que tout fonctionne bien, mais là tout fonctionne bien puisqu'il n'y a pas besoin de capabilities précises pour lancer le processus Python qui fonctionne déjà avec des droits très réduits.
Donc avec ces capabilities, malgré le fait qu'on ait enlevé le flag Allow Privilege Escalation, qui nous aurait protégé, l'enlèvement des capabilities nous protège contre cette attaque particulière. Alors c'est quelles capabilities dont on aurait eu besoin pour faire notre SIU? Je pense que c'est le cap SGID et le cap 7UID, et on va vérifier ça tout de suite. Donc on va les setter, et au lieu de setter directement de notre... au lieu de tout enlever dans nos capabilities, on va rajouter celle-ci. Alors je vais faire un drop all, et je vais faire un add. Alors je vais ajouter... Donc, ça doit être comme ceci, 7GID et 7UID. Voilà, donc là mon conteneur il va redémarrer une fois de plus, et on va retenter notre attaque. Alors c'est parti, je retente mon attaque. Ok, donc là j'ai toujours mon Dockerfile dans lequel je peux trouver le mot de passe d'admin. Je retente de récupérer mon mot de passe. Et là ça fonctionne. Ça fonctionne parce que j'ai effacé toutes les capabilities, mais j'ai gardé ces deux-là, et c'est ces deux-là qui étaient nécessaires pour passer en SIU. Donc si nous avions eu un conteneur où le fait de passer en SIU aurait été nécessaire, on aurait utilisé cette syntaxe en donnant ces capabilities-là, mais en effaçant les autres capabilities au conteneur. Notamment, par exemple, netraw, qui permet de forger des paquets comme on le fait avec la commande ping, notamment le bind service, qui permet de faire un socket qui écoute sur un port en dessous de 1024. Cette capabilities qui nous permet beaucoup de choses aussi, le capnet admin. Donc je vous encourage à toujours utiliser les capabilities comme ceci, c'est-à-dire que vous faites un drop all. Donc là on va enlever les deux capabilities qu'on a rajoutées, capabilities drop all. Donc on efface toutes les capabilities, on met ça sur notre déploiement, et ensuite on aura la certitude que nos capabilities vont tout être effacées. Donc on peut voir qu'interdire les capabilities, c'est quelque chose d'assez puissant pour empêcher les actions d'administration qui ne sont pas du tout voulues dans votre conteneur. On peut regarder par exemple le cap netraw qui nous permettrait de forger des paquets et de faire un scan de port sur le réseau local, et le cap net admin qui nous permettrait de passer des interfaces en mode promiscuous et qui permettrait donc à un attaquant de sniffer le trafic sur le réseau pour essayer d'y récupérer des mots de passe. Tout ceci peut être totalement interdit en supprimant les capabilities, puisque, comme je vous le répète, vous n'en avez probablement pas besoin dans votre conteneur. Alors je vais vous montrer un autre flag que je trouve assez intéressant, c'est le read-only root file system, qui, comme son nom l'indique, va monter le système racine en lecture seule. Alors comment ça marche? Je vais retourner dans mon déploiement, donc je vais rechercher mon security context, il est ici, donc j'ai enlevé la partie capabilities, donc l'attaque va à nouveau fonctionner, et cette fois-ci, je vais mettre en place le read-only root file system. Alors ça s'écrit comme ça, et je le mets à true. Donc là, j'ai activé cette option du read-only root file system, mon pote va redémarrer. Donc comment ça va se passer du point de vue de mon attaque? Donc j'ai mon attaquant qui attend une connexion sur son reverse shell, je relance mon attaque, ça y est, mon attaque est lancée, je suis toujours le 65535, et donc là je vais pouvoir repasser en route. Ok, donc me voici route. Qu'est-ce qui se passe si j'essaye d'écrire un fichier? Malgré le fait que je sois route, je suis incapable d'écrire un fichier ici. Pourtant, je suis dans mon espace route, donc normalement, je devrais avoir le droit d'écrire, et en plus, j'ai le droit route. Donc on voit qu'avec le read-only file system, je ne vais pas pouvoir écrire sur le système de fichiers racine. Alors, ça va être quoi les conséquences? Eh bien, on va par exemple essayer de faire un apt update. Ça va pas marcher. Je vais essayer de faire un apt install de quelque chose. Je vais essayer d'installer PS, par exemple. Proc PS. Ça va pas marcher non plus. À chaque fois, j'ai l'erreur read-only file system. Je ne peux pas écrire sur le système de fichiers. Je vais maintenant m'intéresser au fichier etc password. Alors vous savez que ce fichier contient la liste des utilisateurs, et donc en le modifiant, je vais pouvoir rajouter un utilisateur dans Linux. Donc je vais faire un add user, je vais l'appeler evil. Et alors qu'est-ce qui se passe? Malgré le fait que je sois root, je n'ai pas le droit d'écrire dans add user. La totalité du système de fichiers est montée en lecture seule, donc il n'est pas possible d'écrire dans la machine, il n'est pas possible de modifier le système de fichiers racine. Alors, qu'est-ce qui va se passer si je veux écrire dans /tmp? Alors, on va aller dans /tmp, et vous le savez, souvent, /tmp est monté comme un dossier dans la mémoire. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui existe sur le disque. Ici, ça n'a pas l'air d'être le cas. J'ai un read-only file system, donc je ne peux pas écrire dans tmp. Alors, on va aller voir un petit peu la doc, pour essayer de mieux comprendre une subtilité. On voit que c'est le système de fichiers racine
qui est monté en lecture seule. Donc c'est pas du tout le dossier root, hein, on parle bien du système de fichiers racine, on parle bien de slash. Donc ceci est monté en root. Mais alors comment est-ce que je fais si je veux écrire dans un conteneur? Eh bien, le système de fichiers racine, il a vraiment la racine du système de fichiers tel qu'on le voit ici, mais il peut y avoir aussi des choses qui sont montées et qui ne sont pas montées en read-only. Donc là, j'ai mon slash qui est monté en read-only, vous le voyez ici. Donc là, il est impossible d'écrire dans slash et dans tous les sous-dossiers de slash. On va voir aussi qu'il y a d'autres dossiers qui sont montés, et si je cherche mon TMP ici, alors on va faire un mount grep TMP pour en être sûr. On va même essayer avec slash TMP. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de dossier TMP qui est monté. Par contre, on se rend compte qu'on a un dossier de type dev, et lui, il est monté en read-write. Donc ça veut dire que si je vais dans le répertoire slash dev, je ne suis plus dans le système de fichiers racine, et donc si je fais un touch test, ça va fonctionner. Là, on retrouve mon fichier ici. Alors vous allez me dire, mais comment je fais pour écrire dans mon conteneur, puisqu'il y a des moments où on a besoin d'écrire des choses dans son conteneur. Si par exemple j'ai une base de données, ma base de données a besoin d'écrire des fichiers quelque part, et bien dans ce cas-là, on va utiliser des volumes, donc ils ne seront pas sur le système de fichiers racine, ils seront montés, ce seront des dossiers montés, comme un mount avec Linux, et donc comme ils ne feront pas partie du système de fichiers racine, ils pourront être lisibles. Alors le système de permission de Kubernetes est un petit peu subtil par rapport à ça, on aura l'occasion d'en reparler, je ne vais pas en reparler là, mais il faut savoir qu'il est tout à fait possible d'avoir un volume dans lequel on écrit, et surtout c'est conseillé, puisque le root file system de votre conteneur, il est par définition totalement volatile. C'est-à-dire qu'il va pouvoir, chaque fois que votre conteneur va redémarrer, vous allez perdre les modifications que vous avez fait dans ce conteneur. Et en plus, vous n'allez pas du tout pouvoir scaler, puisque si vous avez plusieurs conteneurs qui contiennent chacun une version d'un fichier, eh bien ça risque de ne pas fonctionner comme vous le voulez. Donc un autre point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est que ce conteneur, il fonctionne plutôt bien en lecture seule. Il n'y a pas besoin d'écrire quelque part pour qu'il fonctionne. Par contre, il existe des conteneurs avec lesquels le read-only root file system ne va pas fonctionner. Au moment où je tourne cette vidéo, je sais que les derniers tests que j'avais faits sur des conteneurs Bitnami notamment, qui sont des conteneurs de grande qualité, il y a dedans un dossier opt Bitnami, et ce dossier Bitnami, on a besoin d'écrire dedans, et il fait partie du conteneur. Donc si on n'a pas ces droits d'écriture dedans, ça ne fonctionne pas, en tout cas avec les derniers tests que j'ai faits. Donc il faut être assez prudent. Quand on met en place le read-only root file system, bien tester pour vérifier que son conteneur est compatible avec cette option, et que le conteneur va continuer à fonctionner avec cette option. Alors je vais vous montrer un autre flag que je trouve extrêmement important, même s'il ne fait pas partie du security context. Alors on va aller voir dans nos volumes. Donc j'ai un persistent volume claim que j'ai créé dans mon cluster Kubernetes. Ce persistent volume claim, c'est un espace dans lequel on va un espace disque, et il est monté avec les volume mount. Alors ça c'est celui de mon init conteneur, c'est celui-ci. Donc avec un volume mount, je vais lui dire bah tu montes le persistent volume claim. Donc c'est une demande de volume, donc il y a un volume qui a été créé derrière, et ce volume il va être bindé sur opt data. Alors qu'est-ce que ça va donner concrètement, sachant que j'ai toujours mon read-only root file system. Alors on va aller regarder ce que ça donne, je vais rejouer mon attaque. Alors c'est parti, je vais me passer en route. Ok, donc là je suis root, qu'est-ce qui se passe si je fais un add user par exemple, donc je vais essayer de rajouter un utilisateur, bon bah je ne peux pas puisque le root file system est monté en read-only. D'ailleurs si je fais un mount, je le vois ici, l'overlay slash, j'ai l'option read-only, donc ce volume a été monté en read-only. Mais j'ai monté quelque chose dans opt data, donc on va aller regarder ce qui se passe dans opt data, je vais faire un petit ls, et là je vois que alors on voit le loss plus found qui nous donne un indice pour nous montrer que là on est dans un autre montage, donc on est sur un autre espace physique de disque. Et ce montage, si je fais un mount, alors on va faire un grep data, on s'aperçoit qu'il est monté en read-write. Donc j'ai bien les droits d'écriture sur ce fichier. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai quelque chose, client.txt, donc ça s'apparente à un fichier client. On va aller regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, donc je suis fournisseur pour des romans d'Agatha Christie. Moi, je trouve que c'est un métier qui serait absolument passionnant. Et ce fichier-là, qu'est-ce qui se passe si j'essaye d'écrire dedans? Alors, je vais rajouter un personnage Dr. Watson, qui, comme chacun sait, n'est pas un personnage d'un roman d'Agatha Christie. Maintenant, je vais faire un tail de mon fichier. Et on voit que le Dr. Watson a été rajouté. On peut même faire plus grave.
on peut effacer le fichier client. Alors ça, c'est quand même très dommage. Alors, avec un S, et là, j'ai effacé le fichier client. Donc là, on se rend compte qu'il y a un impact sur mon conteneur avec ce volume. J'ai eu besoin de consulter ce fichier client, et si je n'avais pas eu besoin de le modifier, eh ben, j'ai quand même permis la modification. Donc en réalité, cet innocent montage va peut-être impacter d'autres conteneurs, puisque ce OPT data, vu qu'il est sur un volume mount, il est probablement utilisé ailleurs. C'est-à-dire que là, vu que c'est un volume, il est partagé avec d'autres conteneurs, donc j'ai probablement impacté d'autres conteneurs. J'ai perdu d'une part mon fichier client s'il était sur ce disque, et en plus j'ai impacté d'autres conteneurs. Bon, alors comment est-ce que je vais faire pour régler ce problème? Eh bien, plutôt que d'aller chercher des options compliquées dans le security context, je vais faire exactement la même chose que ce que j'aurais fait si j'avais eu un serveur Linux, c'est que j'aurais dit, bah voilà, ce fichier, j'ai pas besoin de le modifier. Dans le cas où on n'aurait pas besoin de le modifier. Je n'ai pas besoin de modifier ce fichier, donc je vais m'arranger pour qu'il soit en lecture seule. Et c'est exactement ce que l'on va faire dans notre section Volume Mount, qui est ici. On va faire comme sur les options qui ont été rajoutées automatiquement à côté de nos secrets, c'est on va passer ce conteneur en read-only. Donc exactement de la même manière qu'avec le read-only root file system, on a passé ceci en read-only, on va passer ce montage en read-only. Donc voilà, mon conteneur est redéployé, donc je vais rejouer mon attaque. Je vais repasser en route. Et voilà, maintenant je vais retourner voir mon fichier client. Donc, je vais aller dans opt data, je vais avoir mon client.txt. Donc j'ai les mêmes droits, je suis le même utilisateur, c'est toujours un fichier qui peut être modifié par root, puisqu'il a été créé par root. Donc on s'aperçoit qu'il y a exactement les mêmes droits qui sont ici, mais par contre, si j'essaye de faire un remove, eh bien ça ne fonctionne pas puisque je suis dans un read-only root file system. Donc exactement de la même manière que ce qui s'était passé dans le mount sur mon dossier slash, là j'ai un dossier qui a été monté en read-only. Donc l'on voit dans les options de montage, donc on est vraiment dans le monde de Linux, dans les options de montage, on a monté ce dossier en lecture seule, donc il n'est plus possible de faire des modifications dessus. Donc ceci évidemment, si vous avez besoin d'écrire, il ne faudra pas mettre cette option. Je voudrais attirer votre attention sur un point extrêmement important sur le read-only. On a empêché l'attaquant d'écrire sur le système de fichiers. On a empêché l'attaquant de détruire de l'information, d'effacer par exemple notre fichier client. Mais on n'a pas empêché l'attaquant de voler ce fichier client. L'information que vous avez sur votre conteneur, même si vous mettez des options en read-only, vous protégez vos conteneurs contre la destruction, mais vous ne protégez pas contre le vol de données. Donc il est important de comprendre que même si on a empêché l'écriture quelque part, on n'empêchera pas l'attaquant d'aller récupérer et de voler cette information. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Comme vous le voyez avec Kubernetes, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour sécuriser nos conteneurs a priori. C'est-à-dire que même si on n'a pas mis le nez dans l'application, même s'il y a une faille dans notre application, on peut encore faire des choses pour protéger nos conteneurs. Et surtout, on peut les faire au global. C'est-à-dire que si vous avez 100 ou 1000 applications qui sont sur un cluster, vous allez pouvoir les sécuriser et empêcher un certain nombre d'attaques sans avoir à mettre le nez dans chaque application individuellement. Chose que l'on va quand même bien évidemment faire, puisque la sécurité en profondeur, ça consiste à regarder nos applications individuellement et à faire de la sécurité au niveau global, ce qui est les deux mesures en fait combinées nous permettent d'avoir une sécurité renforcée, puisque chaque petite faille peut permettre une attaque, et c'est ça qu'on doit éviter, puisqu'on ne sait jamais d'où viendra la prochaine attaque. Je vous donne rendez-vous pour la suite, on va continuer à parler de tout ça. À bientôt.